Alors, nous allons continuer à explorer le domaine des couches minces et là nous allons dire quelques mots d'un traitement où le nombre de couches est beaucoup plus élevé. Alors, pour rappel, ce que nous avions commencé à voir, c'est le cas d'une couche mince unique, une couche mince qui est placée entre un milieu incident et un substrat, et on prend en compte les propriétés de ces couches minces à travers une matrice, ici grand M, qui permet de faire le passage entre le champ électromagnétique et magnétique au niveau de la première couche et au niveau de la deuxième interface. Maintenant, si on a non plus une couche unique mais une paire de couches, on peut continuer dans le même raisonnement et toujours utiliser une matrice pour relier les champs au niveau de la première interface avec les champs au niveau de la troisième interface. Et la matrice, on l'obtient très simplement en faisant le produit de la matrice caractéristique de la première couche et par celle caractéristique de la seconde couche. Donc ici, attention, toujours à l'ordre, parce que les matrices ne commutent pas lorsqu'on fait leur produit. Alors, ce qu'on souhaite étudier maintenant, c'est un cas encore plus général où on va considérer un nombre arbitraire de couches, par exemple P paire de couches minces. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'a pas quelque chose de forcément plus compliqué à gérer. Il va falloir simplement multiplier toutes les matrices entre elles. Voilà ce que ça donne. Si on considère le cas de lambda sur 4, donc on peut reprendre le résultat qu'on avait déjà trouvé. Ce qu'on avait pu montrer, c'était que pour une paire de couches, la matrice était très simple. C'était une matrice diagonale avec le premier terme qui était moins le rapport N2 sur R1 sur N1 des deux indices des couches minces. Et pour le second terme diagonal, c'était l'inverse. Alors maintenant, si on considère P paire, on va multiplier P fois cette matrice qui était valable pour une paire. Donc comme on a une matrice diagonale, c'est très simple à réaliser. C'est la matrice que nous avions qu'on va mettre à la puissance P. Donc du coup, on a tout de suite la matrice et on peut en déduire immédiatement le coefficient de réflexion de la même manière qu'on a fait précédemment. Donc là, on a notre coefficient de réflexion ici en intensité grand R. Et là, autant dans les dernières vidéos, on avait cherché un traitement pour supprimer les réflexions, autant on va s'intéresser ici à augmenter R au maximum. Or, qu'est-ce qu'il faut choisir si on veut avoir un R très fort? On a tout intérêt à prendre le rapport N2 sur N1 inférieur à 1. Pourquoi? Parce que quand on va prendre ce rapport inférieur à 1 à la puissance 2p, si 2p est important, c'est-à-dire si on a un nombre de couches assez significatif, n2 sur n1 va tendre vers 0. Et du coup, dans notre expression du coefficient de réflexion, on a des termes qui vont disparaître. Et ce qui va rester, ns sur n0 au dénominateur, ns sur n0 au dénominateur, ça va donner 1. Donc notre coefficient de réflexion, il va tendre vers 1. Donc on peut atteindre des niveaux extrêmement élevés de réflexion grâce à un arrangement périodique de couches. On peut vraiment approcher 100% de réflexion. Alors il y a quand même quelques limites. Ça va être que ici on a considéré une couche lambda sur 4, donc ça met un petit peu une limite sur la tolérance en termes de longueur d'onde de notre traitement, et puis on a aussi fixé qu'on était en incidence normale. Alors ici c'est juste pour confirmer ce que j'ai dit, c'est l'augmentation du coefficient de réflexion en intensité. Lorsqu'on augmente le nombre de couches minces utilisées, on voit que ça peut tendre vers 1. Alors, je n'ai pas forcément ici en tête les paramètres utilisés pour les indices. Donc là, c'est un exemple plus réaliste où on donne les paramètres des indices.
C'est issu d'un petit logiciel qui s'appelle TF-Calc et qui peut calculer eh bien, la réflexion en fonction de la longueur d'onde, en fonction éventuellement d'un angle, en fonction aussi d'une polarisation. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a eu une succession de couches de deux matériaux, du TiO2 et du SiO2. Le SiO2, c'est la silice, le TiO2, le dioxyde de titane. L'indice du TiO2 est plus fort que l'indice de la silice, donc on est bien dans les conditions précédemment évoquées. Et ce qu'on voit ici, QWOT, c'est lié au caractère lambda sur 4. Donc quand ça vaut 1, ça veut dire que toutes nos couches sont lambda sur 4. Et dans ce cas-là, on a des couches identiques, lambda sur 4, qui sont empilées. Et ce qu'on voit, c'est que ça fait un miroir avec un taux de réflectivité, avec un coefficient de réflexion qui est extrêmement élevé, autour de 1 micron, avec sur une plage ici de 200 nanomètres. Donc, autre chose, une autre application de tout cela, c'est si on essaye un petit peu d'extrapoler ce qu'on a pu voir. Là, ce qu'on peut se souvenir, c'est que si on a un enchaînement de différents indices, un indice haut, un indice fort, ça permet de réfléchir la lumière, ou autrement d'arrêter complètement la transmission de la lumière. Donc on va pouvoir parler de bandes interdites qui sont liées à cet agencement totalement périodique de matériaux d'indices différents. Alors ici, ce que j'ai montré, c'est une fibre à cristaux photoniques où cet agencement périodique est valable dans toutes les directions. Parce qu'on a ici une symétrie circulaire, c'est un agencement de ponts de silice et puis d'air. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des longueurs d'onde qui, lorsque la lumière est injectée au cœur de cette fibre, vont être réfléchies sur les parois. On va avoir comme un effet miroir parfait qui est créé par cet agencement périodique et qui va enfermer la lumière à l'intérieur de cette fibre, même si le cœur a un indice inférieur à la silice qui l'entoure. On peut avoir un phénomène de guidage, mais qui n'est pas lié à l'angle limite traditionnel tel qu'on peut l'avoir dans une fibre optique. Donc ça permet de créer un nouveau moyen de guider la lumière. C'est vraiment de créer une périodicité artificiellement ici à travers les trous d'air mis dans la silice.